Écoutez, je suis ravi de vous accueillir ce soir. Je m'appelle Arnaud Gouliard, donc je suis cofondateur et président de la Fédération pour les liens sociaux. Je vous accueille pour un webinaire qu'on organise à l'occasion de la Journée mondiale des solitudes. Notre fédération rassemble des citoyens engagés, des experts et des organisations qui œuvrent ensemble pour renforcer les liens sociaux dans notre société et réduire la solitude, l'isolement social. Cette cause est essentielle car le lien social est au cœur de notre bien-être, est au cœur aussi de notre santé mentale. Un grand merci à l'association Astrée qui a initié cette journée importante, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui s'engagent au quotidien pour recréer du lien. Donc ce soir, nous allons explorer ensemble des pistes pour renforcer les liens sociaux et mieux prendre soin de sa santé mentale et de celle des autres. Je suis convaincu que les échanges que nous aurons seront une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Et donc, pour animer cette réflexion, on a la chance ce soir, et je les remercie très vivement, d'être accompagnés par 3 experts de renom. Et donc, je laisserai aussi Rebecca les présenter. Et pour ma part, donc, je serai votre modérateur durant ce webinaire. Je vais relayer vos questions et je vous invite, durant le webinaire à noter vos questions dans l'outil de chat. J'aurai à cœur de pouvoir les partager à l'issue des présentations. Donc, n'hésitez pas à les poser. Et enfin, je vous invite à consulter notre site web, qui est riche après ce webinaire, donc pour découvrir d'autres événements inspirants qu'on organise et approfondir ces thématiques. Et maintenant, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Rebecca. Donc Rebecca, c'est à toi. Merci Arnaud. Est-ce que tu as la possibilité de remettre le PowerPoint ou c'est seulement moi qui ne le vois plus? Je le repartage. Et est-ce que tu peux... Voilà, parfait. Donc, bonsoir à tous et ravi d'être là aujourd'hui avec vous et en particulier un très grand merci à Christophe André et Boris Cyrulnik pour leur présence et ce qu'ils pourront nous présenter ce soir. Donc, Christophe André, psychiatre, psychothérapeute, est auteur de très nombreux ouvrages, dont un spécifiquement sur la question qui nous intéresse ce soir, qui est une synthèse des recherches sur l'importance des liens sociaux pour notre santé physique et mentale. Et donc, après une brève introduction, je passerai la parole à Christophe André, puis à Boris Cyrulnik, si tu peux passer la diapo. Je n'ai pas la main, en fait, Arnaud. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, auteur également de très nombreux ouvrages, et en particulier un spécifiquement sur les liens, mais en fait, dans tous ces ouvrages, bien sûr, on retrouve aussi cette question de l'importance de l'attachement, l'importance des liens pour la santé physique et mentale. Et donc, je lui céderai la parole après Christophe André. Et ensuite, on aura un bref temps d'échange autour de ces questions. Pour introduire le propos, tout à l'heure, Arnaud Gouliard vous a évoqué 2 termes, solitude et isolement social. Donc, simplement pour vous apporter quelques précisions, lorsqu'on parle d'isolement social, c'est le fait d'avoir objectivement peu de relations ou de rôles sociaux et de contacts peu fréquents, que ce soit avec le voisinage, avec des amis ou même dans le contexte professionnel. Et la solitude correspond plutôt au sentiment subjectif pénible pour la personne d'absence de lien avec d'autres qui s'accompagne d'un désir de plus de relations. Donc, on peut aussi être seul et heureux d'être seul, mais le sentiment de solitude, c'est ce sentiment vraiment difficile, pénible, qui va affecter la santé physique et mentale. Tu peux passer à la diapo d'après. Aujourd'hui, en France, cette question est au cœur des préoccupations dans le champ de la santé publique. Et l'objectif, notamment de la Fédération pour les liens sociaux, dont Christophe André et Boris Cyrulnik ont accepté d'être parrains pour pouvoir vraiment porter cette cause auprès, bien sûr, des acteurs de terrain, mais surtout auprès des politiques publiques pour que cette question de la lutte contre le sentiment de solitude et d'isolement social soit finalement davantage au cœur des questions de santé publique aujourd'hui avec des actions concrètes, financières sur ces questions. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que plus de 15% des Français
sont en situation d'isolement social. Et une personne sur 3 ou sur 4, selon les données, se dit régulièrement en situation d'isolement social ou avec un sentiment de solitude, avec des données qui sont confirmées depuis janvier 2025 avec la dernière enquête de la Fondation de France. Et on retrouve ces pourcentages beaucoup plus importants dans certaines populations, en particulier les populations les plus précaires, mais aussi des publics spécifiques comme les parents, dont la moitié se sent isolée dans le rôle de parent, avec un risque accru, notamment d'épuisement parental, ce qui va avoir des effets sur la santé physique et mentale des parents, mais aussi sur l'éducation et le développement de l'enfant. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'études et un recul d'un certain nombre d'années sur les conséquences néfastes de ce sentiment de solitude ou de l'isolement social effectif, avec des risques en termes de santé, notamment sur le surpoids, l'obésité, qui s'accompagne aussi de problèmes de maladies cardiovasculaires, de problématiques de santé mentale, notamment l'anxiété, la dépression, les idées suicidaires, et sur des questions aussi de vieillissement accru et de mort prématurée avec un risque accru. Ça a bien sûr un coût social conséquent, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on s'intéresse à comment finalement prévenir cette problématique en amont, en travaillant sur les liens sociaux, donc l'amélioration de la qualité des liens sociaux, avec notamment des études qui montrent que ça permet de réduire les risques de santé mentale, les risques de comportement violent envers autrui, et ça permet d'améliorer la qualité de vie, donc à la fois chez les jeunes, moi je travaille plus spécifiquement sur ces questions auprès des jeunes, mais aussi chez les personnes adultes et notamment chez les personnes âgées. Alors, on s'intéressera plus spécifiquement aux actions concrètes qui peuvent être menées et qui ont rassemblé donc un certain nombre d'associations au sein de cette fédération pour les liens sociaux. Mais pour élargir un peu la réflexion, je vais céder la parole à Christophe André et je le remercie encore pour sa présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Rebecca. J'enchaîne alors. Je n'attends pas que les applaudissements résonnent dans le chat. Merci, c'est bien moi qui vous remercie, toi et Arnaud, pour votre invitation. Puis merci à toutes les personnes qui sont présentes. On n'a pas pu accueillir tout le monde apparemment, mais bon, le différé est là. Donc moi, j'ai pas de diapositive. C'était plutôt une sorte de petite réflexion que je voulais partager avec vous sur cette question de la solitude. Alors évidemment, quand on est médecin, thérapeute, soignant, on est confronté sans doute à un pourcentage qui dépasse les 15-20% dont tu parlais, Rebecca, dans nos patients, puisque la solitude, comme tu le dis, est un facteur de risque et puis de souffrance globalement, puisque là, bien sûr, on parle de solitude subie. Et il y a des solitudes choisies qui ont été vantées par les poètes, etc., les écrivains, les auteurs, mais voilà, c'est la solitude qui représente un choix. Moi, j'adore être seul. Je me définis souvent comme un solitaire sociable. J'aime beaucoup les gens, mais j'aime bien de temps en temps être seul. Mais c'est une solitude choisie, donc ça n'a rien à voir avec celle dont on parle ici. Juste un petit point avant de démarrer, que je me permets de rappeler, ce qu'on appelle les réseaux sociaux sont une réponse relativement mauvaise à la question de la solitude, malgré leur nom, puisqu'on a pas mal de travaux montrant que la surconsommation de réseaux sociaux, c'est-à-dire quand on n'en fait non plus un usage utilitaire pour se faire du bien, mais quand on devient accro, accroît au contraire le sentiment de solitude. Voilà. Alors, mon topo, on avait convenu que mon topo se ferait un petit peu plutôt à partir de la réflexion sur le lien entre la solitude et les émotions. Et c'est vrai que la solitude est une source d'émotions douloureuses pour les humains, puisque
on sait bien que les humains sont des animaux sociaux, hein. C'est Montesquieu qui utilisait ce terme d'animal social pour décrire l'être humain. Ça veut dire tout simplement que le lien social est constitutif de notre humanité. Le lien social, il est fondamental à la fois pour le développement de l'être humain. Un enfant a besoin de ce lien pour se développer, apprendre à parler, etc. Mais ça, Boris et Rebecca, vous pourrez en parler mieux que moi. Mais le lien social est aussi fondamental pour son épanouissement. Une fois que l'humain est grand, c'est très compliqué de s'épanouir, de croître, de se développer psychologiquement si on n'a pas régulièrement des liens sociaux satisfaisant, effectivement. Tu en parlais, Rebecca, c'est pas seulement la quantité, mais il faut que subjectivement, on se sente satisfait de la qualité. Qualitativement, on peut se sentir seul dans la foule, avoir le sentiment de solitude dans les grandes villes, etc. Moi, il y a des études qui me fascinent en psychologie sociale, en psychologie expérimentale, ce sont les études sur le sentiment de rejet social. Alors, le rejet social, ça va peut-être un peu au-delà de la solitude ou du sentiment de solitude, mais c'est quand même assez cousin. C'est toutes les fois où on a l'impression qu'on n'a pas notre place dans un groupe, voire que le groupe nous a exclus. Et ce que montrent toutes les recherches, c'est que ce sentiment d'être exclu socialement, de ne pas avoir sa place dans un groupe, quel qu'il soit, que ce soit des gens qu'on connaisse, là où c'est très douloureux, mais même des inconnus, eh bien, il active dans notre cerveau exactement le même circuit que le circuit de la douleur physique. Quand on nous fait mal, hein, il y a des gens qui se prêtent à ce genre d'expérience, on va nous piquer, nous brûler, nous faire mal, enfin, pas jusqu'à la blessure, mais bon, eh bien, ça active dans notre cerveau tout un circuit de zones de la douleur, de la représentation du corps, etc. Eh bien, chaque fois qu'on fait vivre à des volontaires des vécus de rejet social, d'exclusion sociale, ça se fait en général à partir de petits jeux simulés sur Internet, où à un moment donné, plus personne ne nous fait jouer, plus personne ne veut jouer avec nous, on active des zones de la douleur physique, ou de la même intensité qu'une douleur physique. Et d'ailleurs, récemment, des chercheurs ont montré que quand on donnait du Doliprane aux volontaires qui se prêtaient à cette expérience, le sentiment de rejet social était un peu moins douloureux que ceux qui recevaient un placebo. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut mettre tous les gens solitaires et isolés sous Doliprane, mais c'est pour rappeler quand même que c'est une vraie souffrance, quoi. C'est pas quelque chose qui se passe comme ça au niveau des états d'âme, etc. Et donc cette souffrance émotionnelle, elle est bien réelle, bien dévastatrice, bien encombrante, parce que elle nous prive de ce lien social, de ce qu'on appelle le soutien social. Alors il y a une vieille classification que moi j'aime bien, elle me semble assez opérationnelle, de ce qu'on appelle le soutien social. Le soutien social, c'est ce qu'on reçoit de la part des autres quand on est en lien avec eux. Et au fond, les chercheurs disent qu'il y a 4 fonctions à ce soutien social. Il y a ce qu'on appelle le soutien affectif, émotionnel. Les autres sont attentifs à nos ressentis émotionnels et nous consolent, nous accompagnent, nous réparent un petit peu. Le soutien d'estime, le fait d'être en lien avec les autres, nous rappelle qu'on a de la valeur à leurs yeux. Et c'est vrai que l'estime de soi, c'est un phénomène très relationnel. Beaucoup de chercheurs en matière d'estime de soi disent qu'au fond, l'estime de soi, c'est un sociomètre. Ça mesure le sentiment qu'on a d'être accepté par les autres, d'avoir sa place auprès des autres. Donc, le lien social joue cette fonction de renforcer, de sécuriser l'estime de soi. Il y a le soutien matériel. Ça paraît rien, mais c'est énorme. Si je suis malade, qui peut m'aider à garder mes enfants? Si je déménage, qui va m'aider à descendre le canapé des 4 étages sans ascenseur, etc. Si je suis dans la dèche financière, qui va pouvoir me prêter 100 ou 200 euros pour finir ma fin de mois? Et puis, le soutien informatif, c'est-à-dire, ça aussi, ça a l'air de rien, mais avoir des conseils, qu'on me dise, tiens, mais si tu vas dans tel magasin, tu paieras moins cher, ou si tu vas voir telle personne, elle pourra t'apprendre à te servir de telle ou telle chose, etc. Et donc, la solitude, lorsqu'elle est concrète, réelle, l'isolement par rapport aux autres va nous priver de ces sources de soutien. Et donc, c'est ça qui explique que ça soit une souffrance, un stress, et que ça dérégule toutes nos émotions.
ça va créer de l'anxiété puisque bah, être seul, c'est être vulnérable, hein, c'est être fragile face à l'adversité, c'est sentir qu'on n'a pas ces nourritures relationnelles dont Boris a fait un livre. C'est la crainte aussi de la survenue de l'adversité, c'est la crainte de finir sa vie seule. Donc, il y a beaucoup de sources d'anxiété, d'inquiétude qui sont liées à la solitude, et notamment alors chez les personnes âgées. Ça, c'est quelque chose de très dur. Il y a la tristesse, évidemment, on sait que la solitude est un des grands facteurs de risque de l'état dépressif, puisque au fond, ce sentiment de manquer de ces nourritures relationnelles, de manquer de liens active des tristesses excessives, durables et d'une intensité pathologique. Mais il y a aussi d'autres émotions douloureuses. Il y a la gêne et la honte. Le regard social sur la solitude, c'est quelque chose de très inconfortable. Beaucoup de personnes seules n'osent pas aller au restaurant toutes seules, n'osent pas aller au cinéma toutes seules, n'osent pas partir en vacances toutes seules, n'osent pas s'inscrire à des vacances organisées parce que être seul alors que les gens sont en groupe ou en couple, c'est quelque chose dont on a l'impression que c'est dévalorisant, que quelque chose ne va pas en nous, qui expliquerait qu'on soit tout seul. Et puis ça peut déclencher aussi des sentiments négatifs également qui nous rendent malheureux, l'envie ou la jalousie par rapport à ceux qui ont la chance de ne pas être seuls, etc. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette solitude, c'est un grand dérégulateur émotionnel. Et c'est vrai que quand on prend en charge les personnes qui souffrent de solitude, c'est important d'avoir toutes ces facettes, malheureusement, cet impact émotionnel négatif de la solitude à l'esprit. Après, ce qui est consolateur par rapport à tout ça, c'est que, à l'inverse, le lien social, c'est un grand réparateur au point de vue émotionnel. Là aussi, il y a des travaux très intéressants qui montrent que même des toutes petites interactions, même blaguer avec son boulanger, sourire à un passant dans la rue, etc., nous font du bien. Je ne dis pas que ça suffit, mais c'est vraiment tout ce qui est lien par le regard, par le sourire, par des petits échanges banalisés, est bénéfique. Et là aussi, quand on regarde les gens qui théorisent un peu sur les liens sociaux, le réseau social, ils nous disent souvent qu'il y a toutes sortes de liens sociaux. Il y a les liens avec nos intimes, les personnes qui sont vraiment nos super proches, nos super intimes, qui sont très importants, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a les liens avec nos relations, les gens avec qui on est en relation régulière, nos collègues de travail, nos voisins, les commerçants chez qui on va. Et puis, il y a les gens qu'on croise comme ça ponctuellement. Et ces trois familles de liens sociaux sont importantes. C'est vrai que c'est très important vraiment pour chaque être humain de pouvoir dans la rue recevoir des sourires, recevoir des regards, recevoir des petites paroles. Moi, je suis frappé. Je suis old school pour ça, je suis à ancienne école. Chaque fois que je déménage, j'ai déménagé pas tant de fois que ça dans ma vie, mais 3-4 fois, mon premier réflexe, c'est d'aller sonner chez tous les voisins pour me présenter, dire bonjour, dire qui on est, essayer de créer un lien. Et c'est super parce que du coup, on sait qui est qui, on sait qui a une perceuse, qui a une échelle, qui raconte des bonnes blagues, qui peut nous conseiller sur le vin. Et je suis très frappé, mes 2 derniers déménagements, j'ai vu arriver des nouveaux voisins, aucun n'est venu se présenter dans le quartier. Et ce truc-là, je me dis, il y a quelque chose qui est en train de nous échapper. Et donc, ça m'amène à la fin de mon topo. Je vais laisser la place à Boris quand même. Parmi les solutions à ces questions de la solitude, il y a bien sûr, quand c'est un poids très important, quand c'est associé à des grandes souffrances, la psychothérapie, l'aide psychologique. Il y a d'ailleurs des thérapies un peu centrées sur ces questions de solitude, où on va travailler sur effectivement ce qu'on appelle les compétences sociales, comment aller vers les autres, comment lutter envers ces pensées de dévalorisation, etc. Mais il y a aussi les associations, comme la Fédération des liens sociaux qui regroupe tout un tas d'associations. Si vous allez sur le site, vous verrez le boulot incroyable et génial que font les associations dans tout un tas de directions, les familles, les gens en situation de précarité, etc. Mais il y a aussi chaque citoyen, chacun d'entre nous, moi je fais l'effort de marcher en souriant aux gens,
Et j'ai l'impression, il y en a beaucoup qui me disent bonjour, du coup, j'ai l'impression que je leur fais un petit peu de bien. Bon, s'ils ont du chagrin, ça va améliorer leur chagrin 3 secondes, mais c'est déjà ça. L'histoire de parler avec les voisins, de bavarder avec les commerçants, etc. C'est une affaire de responsabilité collective, je crois, pour les gens qui ont de l'énergie, quoi, qui sont pas trop chagrinés par la vie, d'essayer de créer des micro-liens comme ça tout autour d'eux. Voilà, je voulais lancer un peu notre discussion avec ces ressentis personnels sur la solitude. Merci beaucoup, Christophe, pour ce partage très riche autour des liens entre la question de la solitude et les émotions qu'on peut vivre autour de ces questions-là. Je vais céder la parole à Boris Cyrulnik autour de la question des effets de la solitude et de l'isolement social sur le cerveau. Merci Rebecca, merci à tous, merci Christophe. Tu m'as souri, je me sens moins seul. Donc, je vais essayer de vous présenter le cerveau nouveau. Quand on était étudiant en médecine, je suis plus âgé que Christophe, je l'ai connu tout jeune, et on nous apprenait que le cerveau était dans sa boîte crânienne, bien empaqueté, ne communiquant pas. Or, la neuroimagerie confirme aujourd'hui que s'il y a un organe relationnel, s'il y a un organe social, c'est bien le cerveau. Alors, le cerveau est sculpté par le contexte. Sauf que nous, on a une possibilité d'agir sur le contexte qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté, donc un degré de responsabilité dans la sculpture cérébrale. Voilà l'idée que je vais vous proposer. C'est-à-dire que moi, je fais la différence entre solitude, comme l'a dit Christophe, il y a des moments de bonheur dans la solitude, de détente dans la solitude, et il y a des moments de bonheur dans la relation et de stimulation dans la relation. Et je crois que ça fait partie des rythmes naturels, comme le jour, la nuit, le flux, le reflux, la systole, la diastole. On a besoin des deux. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est dans le monde vivant. Lorsque j'étais sans une mère, il y a plusieurs milliards d'années, j'avais un croisement de 20 000 neurones. Or, 20 000 neurones, ça peut faire revenir une information électrique acide, ça peut la faire revenir. C'est-à-dire que déjà, chez les sangsues de mer avec 20 000 neurones, il y a un phénomène de représentation. Présentation à nouveau, on fait revenir une information, et déjà avec 20 000 neurones, une sangsue de mer peut apprendre à fuir un milieu trop chaud, fuir un milieu acide, être attiré par un milieu liquide ou tiède. Et ça dépend de la phylogenèse des cerveaux, c'est-à-dire des cerveaux comparés entre eux. Ah, remarquable, c'est ça. Merci le magicien, là vraiment c'est exactement ce que je souhaitais. Alors on voit le cerveau évolue de plus en plus vers un organe décontextualisateur. C'est-à-dire que, voilà, merci. Je voudrais développer ça. Est-ce qu'on peut le mettre en plus gros, ça? Et on voit que plus le cerveau se complexifie, plus on peut associer des informations. Et on voit que déjà, chez l'oiseau, il n'y a presque pas de lobe préfrontal. L'oiseau est derrière l'épingle. Là, je vous demande de me faire confiance. C'est-à-dire qu'on voit que chez l'oiseau, un oiseau isolé, merci, ses lames de préfrontal ne marchent plus. C'est-à-dire que l'oiseau, privé d'altérité, de stimulation d'un autre oiseau, s'arrache les plumes, se centre sur lui-même, au point même de se blesser. Lorsqu'on évolue chez les mammifères, on voit que apparaît le lobe préfrontal, et notamment chez les mammifères supérieurs comme les chiens et les chats, on voit que le lobe préfrontal fait à peu près 15 ou 20% du poids total du cerveau, c'est-à-dire qu'un être vivant qui porte un lobe préfrontal est capable d'anticiper. Il peut décider d'être seul
ou décider d'aller à la rencontre de quelqu'un. Et on voit que les chiens, les mammifères, mon chien, qui est le plus intelligent des chiens, a un énorme lobe préfrontal parce qu'on lui parle beaucoup. Je blague pas. Parler à son chien, c'est stimuler son lobe temporal, c'est stimuler son intention de venir nous rencontrer. Et Claude Beata, les vétérinaires avec qui je travaille, les éthologues linguistes avec qui je travaille, disent que la plupart des chiens humanisés peuvent comprendre entre 200 et 300 mots. C'est suffisant pour faire une carrière politique. Mais, mais c'est peut-être même trop. Mon chien veut se présenter pour une présidentielle, mais avec 300 mots, il ne sera pas élu. Il est trop intellectuel. Et quand on arrive au monde humain, alors là, au monde humain, on a un gros lobe préfrontal et on a surtout une curieuse notion acquise au cours de la 3e année, c'est-à-dire l'aptitude à parler. Et pourquoi est-ce qu'il faut apprendre 3 ans? Parce qu'il faut attendre que le cerveau ait été auparavant stimulé. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, puisque quand je travaillais en Roumanie, à l'époque de Ceausescu, 170 000 enfants ont été isolés, placés en isolement sensoriel par cette dictature criminelle, et ces 170 000 enfants avaient tous une atrophie bifrontale et une atrophie du système limbique. Atrophie bifrontale, le socle neurologique de l'anticipation. N'ayant pas d'altérité, ils n'avaient personne à regarder, personne vers qui tendre les bras, pas de babyle pour apprendre à parler. Ils étaient auto-centrés, ils passaient leur journée à se balancer, il n'y avait pas d'altérité. Et atrophie du système limbique, qui est le socle de la mémoire et des émotions, puisqu'il n'y avait rien à mettre en mémoire, comme il n'y avait pas de relation, il n'y avait aucune stimulation du système limbique, donc atrophie du système limbique, parce qu'il y avait un isolement. Donc là, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais ça veut dire que la privation de stimulation du cerveau par une altérité, un autre, un être vivant, un être vivant, un chien, un être humain, un bébé humain, privé d'altérité, acquiert une dysfonction cérébrale, et si ça dure trop longtemps, il acquiert une structure cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau est sculpté par le milieu. Si on intervient tôt, la résilience neurologique est facile à déclencher. Quand je travaillais avec Shaul Harel à Tel Aviv, je faisais les électroencéphalogrammes d'enfants isolés sensoriellement. Dès que la mère était sécurisée, en une nuit ou deux, l'électroencéphalogramme de l'enfant redevenait normal pour l'âge. Vous avez bien entendu. Dès que la mère était sécurisée, le cerveau de l'enfant se remettait à bien fonctionner. Donc là, on a des décisions politiques, des décisions éducatives, des décisions affectives, des décisions relationnelles à prendre, organiser des lieux de rencontre. J'ai vu tout à l'heure passer sur le chat, j'organisais un apéro quand je suis arrivé. Ce sont des bêtises vitales. Donc c'est vital de faire ces bêtises, de sourire, d'offrir un apéro, de dire une blague en passant, c'est absolument vital, parce que quand on dit une blague en passant, on ne pense pas qu'on stimule les cellules préfrontales. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Mais alors, cette neurogenèse-là, quand on arrive au développement humain, on a constaté, la commission des 1000 premiers jours que Rebecca a fréquenté assidûment, que déjà pendant l'utérus, les émotions maternelles franchissent le placenta et participent au développement de l'enfant qu'elle porte. Lorsqu'elle parle, les hautes fréquences de sa voix sont filtrées, et en revanche, les basses fréquences de sa voix sont très bien transmises, ce qui revient à dire que quand une femme enceinte parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Il y a une communication qui se passe par les vibrations et par les neurohormones.
Donc, si on sécurise une femme enceinte et une jeune maman, on sécurise du même coup le bébé, puisque la niche sensorielle qui entoure le bébé est riche. Elle est enrichie par les sourires, comme l'a dit Christophe André, par les sourires, par les interactions, par les babiles, par les mots. Les mots qu'on prononce stimulent une zone précise du lobe temporal gauche, le planum temporal du bébé. Et on voit en neuroimagerie que plus on parle à un bébé, plus ce planum temporal s'augmente jusqu'à finalement transformer la zone des sons, voilà, transformer la zone des sons, ce qui va progressivement devenir la zone des mots quand on parle au bébé. Donc on agit sur le cerveau du bébé et que si on prend conscience de ça, on peut intentionnellement décider de parler à son bébé. Alors bien sûr, vous avez reconnu la théorie de Mamie Dolto, mais Mamie Dolto, euh, elle avait un instrument de mesure pas très fiable, c'était la piffométrie. C'était une excellente clinicienne, mais elle n'avait pas les capteurs techniques qu'on a aujourd'hui, dont on dispose aujourd'hui, pour prouver qu'elle avait compris quelque chose. Elle était clinicienne et elle avait compris qu'il fallait parler au bébé. Elle ne savait pas pourquoi, elle ne pouvait pas le démontrer, mais son pifomètre lui avait fait comprendre ça. Or, on voit que quand un cerveau, quand un bébé ou un adulte est isolé, on voit aussitôt apparaître très rapidement une atrophie bifrontale qu'on peut mesurer en neuroimagerie, l'atrophie de l'hippocampe. Alors, l'atrophie bifrontale, on la voit au scanner de ville. Ça, vraiment, j'ai appris ça en 64 quand j'étais en neurochirurgie et on faisait des encéphalographies gazeuses et on voyait sans difficulté l'atrophie bifrontale, mais on ne savait pas l'expliquer. Aujourd'hui, on sait que c'est un manque de stimulation. Donc, on peut agir. L'atrophie limbique, là, il faut une neuroimagerie fonctionnelle pour la voir, parce que là, le système limbique est un fin cordon, mais ce qu'on voit, c'est que dès que ce système limbique n'est pas stimulé, il s'atrophie, et on voit à l'inverse que lorsqu'on stimule le cerveau de la mémoire et des émotions, euh, on compense cette atrophie, on photographie la résilience neuronale. Et un de ces pièges aussi, c'est que lorsqu'une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber l'amygdale rhinencéphalique. Et lorsqu'il y a une atrophie bifrontale provoquée par un isolement sensoriel, l'amygdale rhinencéphalique n'est plus inhibée. Et Pierre Bustani, avec qui on travaille, on a eu le bonheur de travailler, nous a montré des neuroimageries où l'amygdale rhinencéphalique est multipliée par 10. Et c'est le socle neurologique des émotions insupportables de haine, de colère, de désespoir, d'angoisse ou de mélancolie. Ce qui explique ce que disait tout à l'heure Christophe, l'isolement sensoriel provoque une déstructuration fonctionnelle du cerveau et rend les sujets ou bien hyper agressifs, les garçons beaucoup plus que les filles, ou bien hyper désespérés, les garçons autant que les filles. C'est-à-dire que là, on voit que cette manière de penser pose des tas de problèmes. Par exemple, les dénis de grossesse. On voit à l'échographie que dans un déni de grossesse, le bébé ne bouge plus. On le voit à l'échographie légale. L'échographie, il ne bouge pas. Alors pourquoi ne bouge-t-il pas? Et pourquoi est-ce que la mère a un déni de grossesse? Peut-être qu'elle a un déni de grossesse parce qu'il ne bouge pas, elle ne se sent pas enceinte. Ou peut-être que le bébé ne bouge pas parce que la mère ne se sentant pas enceinte, n'interprète pas, ne perçoit pas les petits signaux de son bébé et elle n'y répond pas, préverbalement, bien sûr. Donc là, il y a un problème, je n'ai pas la solution, mais on a matière à penser, matière à expérimenter. En revanche, on sait que sur les 170 000 enfants placés par Ceausescu, et que j'ai travaillé avec eux, avec Charban Ionescu, avec Violetta Stan, ces enfants étaient des monstres. Je n'hésite pas à le dire. Et beaucoup de gens nous disaient, pourquoi vous vous occupez de ces enfants? Vous voyez bien que c'est des monstres, ce sont des monstres. C'est pour ça qu'ils ont été abandonnés.
C'est parce qu'ils ont été abandonnés qu'ils sont devenus monstres. C'est exactement le contraire. Donc on peut agir, et en effet, Violeta Stan, Șerban Ionescu et beaucoup de Roumains avec qui on a eu la chance de travailler ont créé des sortes de maisons vertes inspirées par Françoise Dolto, et sur les 170 000 enfants placés en isolement sensoriel, ils en ont récupéré 100 000. On voit à la neuroimagerie que leur cerveau fonctionne bien. On voit qu'ils ont rattrapé le retard de langage beaucoup plus tard que ce que disent nos livres. J'en ai vu un à Constanța, sur la mer Morte, sur la mer Noire, en Roumanie. Il a été adopté par une famille toulonnaise et aujourd'hui, il est professeur d'université, ce qui prouve bien qu'il a quand même des séquelles assez graves. Mais, mais, mais il s'est remis à vivre. C'est l'illustration de la résilience. Il s'est remis à vivre. Ça ne veut pas dire qu'il a oublié. Il n'a pas oublié, puisque maintenant il a monté une association franco-roumaine et il s'en occupe beaucoup. Il essaye de renouer avec des racines qui ne peuvent être qu'imaginaires, puisqu'il ne connaît pas ses racines. Il a été abandonné très tôt, il a été adopté très tôt, et il se débrouille très bien dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il a oublié. Donc on voit que si un milieu est riche en mots, le bébé va rentrer en maternelle à 3 ans avec un stock de 1000 à 1500 mots. Si le milieu est pauvre en mots, le bébé va rentrer à 3 ans en maternelle avec un stock de 200-300 mots. Devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves. Le bébé qui a 300 mots ne comprendra même pas les consignes. Déjà en entrant en maternelle, le handicap social a déjà frappé. C'est-à-dire, et on peut compenser ce handicap social, il faut Mamie Dolto, et il faut parler au bébé. D'abord, ils sont contents comme tout quand on leur parle. Hein. Ils sourient, ils gambadent. Je pense que vous avez tous vu les clichés de Tronic qui sont, il faut les voir souvent, l'expérimentation de Tronic. Qu'est-ce qu'ils sont C'est eux qui, avec Maurice Ohaillon, que Christophe André a peut-être connu, qui maintenant est prof à Stanford, on avait fait une observation au CNRS d'Aix-Marseille. Dans 60% des cas, c'était des bébés de 10 mois, de 5 à 10 mois, qui déclenchaient l'interaction avec la mère. Et bien sûr, la mère était ravie et elle répondait. Et en répondant, une interaction se passait, chacun stimulait le cerveau de l'autre et tout le monde était heureux parce que stimuler le cerveau, c'est bien sûr stimuler les neurones, mais c'est aussi stimuler les neurohormones. Et notamment là, il y a un faisceau, le Median Forebrain Bundle, qui passe à la face inférieure du lobe préfrontal et qui, en passant, stimule le noyau accumbens, qui est riche en dopamine, en sérotonine, les neurohormones qui donnent le plaisir de l'action, la dopamine, le plaisir de la relation, la sérotonine. Donc, on voit que faire le pitre, c'est stimuler le Median Forebrain Bundle. Et qu'il va y avoir des écoles de pitrométrie. Après les écoles de pifométrie de Mamie Dolto, on va faire des écoles de pitrométrie. Et faire le pitre avec des bébés, c'est sauver les bébés. Et puis nous aussi, par le même coup. Mais ensuite, on voit que le cerveau est plastique. Mais plus on vieillit, moins il faut reconnaître qu'on est quand même de moins en moins plastique. Mais la synaptogenèse est faramineuse dans les premiers mois, les premières années. C'est plusieurs centaines de milliers de synapses à la minute et Pierre Bustani nous a montré des neuroimageries. Si on rate cette période, si on intervient tôt, la résilience neuronale est très facile. Si on rate cette période et si on intervient tard, la résilience neuronale sera mauvaise. Et on a eu soit en Roumanie, à Bucarest, en Roumanie, les Roumains, et avec notre aide, on a eu 70 000 enfants qui n'ont pas récupéré ou qui ont très mal récupéré. J'ai fait les mêmes observations à Montréal, avec les orphelins de Duplessis,
qui ont eux aussi été mis dans des situations de privation sensorielle, on a constaté exactement les mêmes dégâts neuronaux, manifestés par exactement les mêmes comportements interactifs, manifestés par les mêmes troubles psychologiques. Si on était intervenu plus tôt, on aurait récupéré beaucoup plus d'enfants. Donc, et à ce moment-là, on arrive à ce qu'on appelle les donneurs de sens. Et donner, alors là, il faut parler, et là, il faut être devenu capable de faire des récits de ce qui nous est arrivé. Et là, c'est seulement vers l'âge de 5 à 7 ans qu'il y a un connectome qui se fait entre le lobe préfrontal et le système limbique. Et là, on peut anticiper ce qui va venir et anticiper avec ce qui s'est passé. La mémoire est un phénomène d'anticipation du passé. Et là, on peut aller chercher dans son passé des mémoires, des images, des mots pour en faire un récit. Et dès l'instant où on en fait un récit, on devient capable de donner sens au malheur qui nous est arrivé. Et le sens qu'on donne aux choses et le sens qu'on donne aux événements modifie la manière dont on les ressent. Alors là, je donne toujours un exemple et puis je vais m'arrêter, je crois, ensuite. C'est-à-dire que le sens qu'on donne aux choses et aux événements modifie la manière dont on les ressent. Même si on a été affreusement malheureux, ça laisse des traces cérébrales, ça laisse pas toujours des souvenirs, c'est pas forcément la même chose. Si on peut donner sens à ce qui nous est arrivé par un récit, et on modifie nos sentiments. Exemple, j'ai inventé une fable que j'ai attribuée à Charles Péguy, c'est moi qui l'ai inventée. Je vois maintenant apparaître cette fable comme si c'était vraiment Charles Péguy qui l'avait dit, c'est moi qui l'ai inventée. Donc, c'est pas vrai, les gars, c'est pas vrai, c'est une fake news. Alors voilà la fable que j'ai inventée. Il y a Charles Péguy va à la cathédrale de Chartres, je ne sais pas s'il y a été, et il voit un casseur de cailloux sur le bord de la route. Le gars est sale, il grimace, il sue, il casse des cailloux avec des grimaces de souffrance. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous voyez bien, moi, j'ai ce métier idiot, j'ai mal au dos, je casse des cailloux. Charles Péguy reprend sa route, il voit un gars qui casse des cailloux. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ah ben moi, je suis en plein air, je gagne ma vie comme ça, finalement, c'est pas mal, je casse des cailloux. Il s'approche d'un troisième et il voit le troisième casseur, les rayons de bonheur lui sortent de la tête. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous voyez bien, moi, je bâtis une cathédrale. C'est le même geste dans les trois cas. Il y en a un qui souffre, un qui tire ses heures et un qui vit en extase. C'est le même geste, la même souffrance musculaire. C'est le sens donné au fait qui a modifié, qui a métamorphosé la manière de le ressentir. Voilà, donc j'avais encore pour 2-3 heures de notes, mais je crois que c'est un peu trop. Je vais m'arrêter et demander à Rebecca comment elle va nous gouverner. Merci beaucoup, Boris, pour cette présentation qui nous permet de comprendre vraiment le caractère essentiel des interactions avec l'enfant sur son développement. Il nous reste quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je crois que Arnaud en a déjà répertorié un certain nombre. Oui, j'en ai un certain nombre et on n'aura peut-être pas le temps, je vous préviens d'emblée, parce que ça va entraîner de la frustration de les aborder toutes, mais il y a plein de sujets intéressants. Il y a Claire qui nous demande bonsoir, je souhaite ouvrir un lieu à Paris pour prendre soin de la santé mentale et briser la solitude. J'ai néanmoins beaucoup de demandes de création d'une communauté en ligne. Auriez-vous un avis à ce sujet? Donc c'est voilà, la question autour des réseaux sociaux, du lien social. Christophe André connaît ça par cœur. Oh ben, non, mais moi je dis beaucoup de mal des réseaux sociaux, mais s'ils permettent d'amorcer effectivement des rencontres bio, des rencontres en face à face, et s'ils nous permettent de planifier des constructions sociales réelles, c'est une bénédiction, évidemment. Après, je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais faut se servir. Là, on se sert au fond d'un réseau social à travers notre échange, mais
C'est vrai que à un moment donné, c'est la pure rencontre, la vraie rencontre qui sera bénéfique, mais c'est ce vers quoi tendent toutes les associations, je pense. Très bien. Alors, j'ai une question de Corinne. Alors, je ne les prends pas nécessairement dans l'ordre dont ils ont été posées, mais j'ai une question de Corinne, peut-être qui s'adresse plutôt au docteur Cyrulnik. Qu'en est-il des grands prémas, des bébés grands prémas? Merci pour cette question, parce qu'il y a 4 jours, j'étais dans le service de néonatologie de l'hôpital Sainte-Luce à Toulon, et on m'a expliqué, et on savait que vous poseriez cette question, et voilà ce qu'on m'a expliqué. L'éthologie animale a montré que, avant les prématurés, qui ne sont pas terminés quand ils arrivent au monde, ont besoin d'être touchés. Et que chez les mammifères, les rats piétinent le ventre de leur enfant, de leur petit, ou les chiennes lèchent le ventre de leur petit. Et des expérimentations d'éthologie animale ont montré que lorsqu'on empêche les mères de lécher ou de piétiner le ventre de leur petit, le petit meurt d'occlusion. Ça a été le point de départ d'un congrès qu'on avait fait aux Zambie en 1982, où on avait montré qu'il n'était pas question de piétiner nos bébés, hein, mais il était question de ne pas séparer la mère et l'enfant, même chez les prématurés. Et cette absence, il fallait combattre la séparation par la parole, les basses fréquences de la voix. Avec Jacques Collin, on a bien montré que c'était très bien transmis. Les basses fréquences. Les hautes fréquences sont filtrées, elles ne passent pas. Mais les basses fréquences, c'est un toucher. Et surtout, par le toucher. Et alors, ce n'est pas moi qui l'a fait, mais c'est Villalobos, Maria Eugenia Villalobos, qui, comme son nom l'indique, est une Colombienne, qui est venue travailler avec nous, et elle avait travaillé avec les Indiens de Colombie. Les Indiens n'ont pas de couveuse, donc la mère et le père, en alternance, servaient de couveuse. Et ils obtenaient, pour des prématurés, pas trop prématurés, ils obtenaient les mêmes résultats que nous avec nos couveuses. Et quand Minkowski, alors Charpak a travaillé en même temps que nous en Colombie, Minkowski est venu travailler avec nous et il a encouragé pas de séparation. Le lien par la parole biologique, hein, et le lien par l'odeur, le lien. Et maintenant que ces constats, ces stimulations constantes sont entretenues, le délai, le temps passé dans les couveuses est de plus en plus bref. Et de plus en plus, les bébés maintenant, les prématurés, on apprend, les infirmières, les médecins apprennent aux parents à se transformer en peau à peau, en couveuse. Ils rentrent chez eux très tôt. Ils ont une visite à domicile ou deux. Ils ont appris à se transformer en couveuse. Ils obtiennent d'excellents résultats avec de moins en moins de couveuses. Les machines cèdent la place à la mère et au père associé. Et lorsque les deux travaillent ensemble, ça renforce beaucoup l'attachement, parce qu'ils ont remporté une épreuve ensemble, et ça peut lier un couple. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une question pour Rebecca. Est-ce que l'être humain s'est encore entré en lien? Une question d'Alexandra. Verbalement, dans la gestuelle, le comportement, est-ce un héritage de la génération des écrans? Alors, très bonne question. En fait, les êtres humains sont faits pour entrer en relation. Ils le font spontanément et on a un certain nombre de rituels aussi qui nous aident à le faire, que ce soit serrer la main, faire la bise, etc. Mais ces rituels ont aussi été mis à mal suite à la période de Covid et toutes les inquiétudes, les angoisses qu'il y a eu autour de ces contacts. Le contact physique permet justement la sécrétion d'ocytocine qui facilite la création de liens. Le simple fait de toucher quelqu'un physiquement va
augmenter la confiance que l'autre nous accorde. Mais aujourd'hui, on est un peu plus en difficulté. On le voit notamment sur la population des jeunes qui ont plus de mal à rentrer dans ce type de rituel. Et puis les personnes âgées aussi qui peuvent avoir peur des contaminations, et notamment en période hivernale. Et donc, ça peut être effectivement un frein supplémentaire auquel s'ajoute cette question des écrans et de finalement ce passage d'un monde virtuel où on rentre en contact avec beaucoup de personnes qu'on ne voit pas, et quand on se trouve dans la situation de devoir les rencontrer en vrai, ça peut être très compliqué, en particulier pour les personnes qui ont plus de difficultés par rapport à la création de liens, les personnes qui ont des phobies sociales, peur du jugement, etc. Donc, oui, c'est en particulier actuellement plus compliqué, on va dire, d'entrer en relation, même si spontanément, tous les humains sont faits pour rentrer facilement en relation. Donc, il y a un travail, des projets peut-être à monter autour de ces questions-là, et c'est le cas des associations qui font partie de la Fédération pour les liens sociaux. C'est vraiment tous les contextes qu'on peut créer qui vont favoriser la mise en confiance et permettre la création de liens sociaux plus facilement. Merci beaucoup, Rebecca. Une question pour sans doute Christophe. Que pensez-vous des thérapies sensorimotrices et de la neurostimulation du système nerveux dans l'accompagnement thérapeutique des personnes souffrant de solitude ou d'isolement? C'est une question de Béatrice. Malheureusement, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas très bien ce que sont les thérapies sensorimotrices. Je ne sais pas si Rebecca ou Boris sont au courant. Moi, je ne connais pas du tout la question, mais ça ne m'empêchera pas de répondre. Oui, je ne saurais pas répondre à cette question, en tout cas. Tu veux vraiment répondre, Boris? Je peux tenter la chance. Alors, je ne sais pas non plus ce que sont les thérapies sensorimotrices, mais je sais que les circuits de la douleur, les circuits de la souffrance sont chez tous les mammifères identiques. Un mammifère, on le pince, il crie. On le pique, il crie. Comme nous. Les voies de la douleur arrivent au cordon postérieur de la moelle. Il y a un premier relais. Il y a un deuxième relais au thalamus, la grappe de raisin qui est à la face inférieure du cerveau. Et c'est particulièrement le noyau ventro-postéro-latéral du thalamus. Je dis ça uniquement pour vous bluffer. Et à partir de là, l'encéphalisation, c'est-à-dire l'orientation de la même information, va vers la partie antérieure de l'aire singulaire antérieure, qui est la zone de la récompense, si on a été sécurisé, soit dans notre enfance, soit au moment où on souffre. Au moment, si on a près de nous un psychothérapeute, une sage-femme, une infirmière, un conjoint sécurisant, la même information prend le relais vers ce noyau du thalamus et rejoint la zone de la récompense, ce qu'on appelle la zone de la récompense. Si on a été insécurisé au moment de notre développement, l'information suit le même chemin, arrive au noyau ventral du thalamus et va vers la partie postérieure de l'aire singulaire antérieure, qui est la zone de la punition. C'est-à-dire que la même information est intégrée comme une augmentation de la souffrance si on est seul, vers une diminution de la souffrance si on a près de nous quelqu'un qui sert de base de sécurité, notre conjoint, si on s'entend bien, si il, elle nous sécurise, un psychothérapeute, une sage-femme, il faut que quelqu'un nous serve de base de sécurité. Donc, c'est pas une information qui provoque le bien-être ou le mal-être, c'est la même information bien sécurisée provoque, ou bien on la combat très tôt, ou bien même elle peut provoquer le bien-être. Regardez les filles quand elles font un jogging. Je ne sais pas, Christophe, si tu as eu l'occasion. Elles font des grimaces de souffrance, mon vieux, et elles recommencent le lendemain. C'est-à-dire que, parce que le sens qu'elles donnent au jogging, c'est je vais être en forme, je vais prendre une douche, je vais être bien ensuite. C'est-à-dire que
c'est pas une cause qui provoque un effet, c'est le circuitage d'une cause en fonction de nos relations qui provoque un effet qui peut être totalement opposé. Merci beaucoup. Alors, peut-être une toute dernière question. Voilà, que je trouvais encore intéressante à nouveau. Une question de Sylvain, peut-être pour Rebecca. Comment avoir confiance en soi? Vous voulez terminer peut-être sur cette note? Ça va être pour Christophe, ça. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Ah ouais, c'est vrai. Oui, oui, alors là, bon, voilà, ça c'est une Alors, question super à poser Christophe, à une peut-être minute de la fin. juste, oui, Christophe, excusez-moi, juste vous préciser, Sylvain précise dans sa question, je suis TSA. C'est un aspect très important, j'imagine. C'est quoi déjà TSA là? Je suis Voilà, revenu. le trouble du spectre Du autistique. spectre de Ah, l'autisme. pardon. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Bah, la confiance en soi, une fois de plus, en tout cas, c'est pas juste parce que c'est le thème de ce soir, mais plus ça va, plus en réfléchissant sur ces questions de confiance en soi et d'estime de soi, on s'aperçoit que ce ne sont pas des compétences auto-centrées. C'est-à-dire, si je pense que je peux développer la confiance en moi-même ou l'estime que je peux avoir pour moi-même uniquement en développant voilà mon ego, mes forces intérieures, mes savoir-faire et mes compétences personnelles, alors je vais vite m'apercevoir que je vais rester toujours aussi fragile. Enfin, en tout cas, j'aurai peut-être une bonne image de moi-même, mais dès que je vais me retrouver en situation d'accomplir des choses ou d'entrer en contact avec les gens, ça ne va pas marcher. La confiance en soi, elle se nourrit énormément de notre capacité à avoir confiance dans les autres, c'est-à-dire à pouvoir me dire, finalement, les gens que j'ai autour de moi sont mes semblables, ils ne me veulent pas forcément du mal, ils ne sont pas forcément supérieurs, inférieurs à moi. Simplement, plus j'interagirai avec eux, plus j'apprendrai de choses, plus j'aurai d'informations sur ce que je peux attendre d'eux, ce que je ne peux pas attendre d'eux. Et une fois de plus, on revient à cette question de finalement l'estime de soi et la confiance en soi, ce sont des domaines, des capacités dans lesquelles la part relationnelle est énorme. Est énorme. Et une fois de plus, tout le théoricien de la confiance en soi, de l'estime de soi, rappelle que finalement, l'estime de soi, par exemple, je vous le disais tout à l'heure, c'est un sociomètre, c'est le marqueur de la sécurité dans laquelle je me sens vis-à-vis des autres. Je n'ai pas peur de parler face aux autres parce que je sais que même si je dis des choses incomplètes ou inadéquates, je vais quand même rester dans le groupe, continuer de faire partie du groupe, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des groupes hostiles ou des gens hostiles, mais la plupart du temps, les gens sont bienveillants. Nous, à Sainte-Anne, quand on faisait des expériences avec nos patients, où on les amenait dans la rue, chanter dans les wagons de métro, etc., ils étaient tous terrifiés avant parce qu'ils pensaient qu'on allait se faire moquer, agresser, chambrer, mal voir. Et en fait, ça se passait toujours très bien. Les gens étaient contents qu'il y ait un peu d'animation, chantaient avec nous, venaient nous féliciter à la fin. Donc, c'est ça la confiance en soi. Mais attention, la confiance en soi, c'est pas se persuader que tout ira bien, c'est avancer petit à petit, faire des petites expériences de lien, d'échange, de partage, d'interaction, et s'apercevoir que finalement, ça fonctionne mieux que nos craintes ne nous le feraient percevoir. Voilà, mais bon, des milliards de Merci choses à beaucoup. dire, évidemment. Merci beaucoup. Il y a encore beaucoup de questions, mais malheureusement, on arrive au bout de ce webinaire. Voilà, donc on va malheureusement devoir conclure. Je ne sais pas si, Rebecca, tu veux avoir quelques mots de conclusion? Comment? Merci encore à Maurice et Christophe pour Oui. ces partages et réponses à toutes
toutes les questions. Peut-être juste un mot, si tu veux mettre la diapo sur les prochains événements. Pour ceux qui souhaitent participer, n'hésitez pas à regarder sur le site de la Fédération pour les liens sociaux. Et merci encore à toutes les associations pour les efforts que vous faites pour essayer d'améliorer la qualité du lien social en France. On vous souhaite une belle soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci Rebecca, merci Christophe. Merci à vous. Très belle soirée à tous et voilà, à bientôt pour de prochains événements. J'espère qu'il pleut en Bretagne. Salaud! Bon, salut à tout le monde. Salut Boris et Rebecca et Arnaud. Portez-vous Merci, bien. Christophe. Merci beaucoup. Et Au revoir. souriez aux gens dans la rue.